C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur cette chaîne African Podcast TV, dans son émission Africa View Débat. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission Africa View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Madame Djenaba Keita. Elle est la coordinatrice du programme International Trade Center. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, monsieur Ba. C'est un plaisir pour moi de vous joindre sur votre plateau et de pouvoir partager un peu mes vues et expériences avec vous et vos auditeurs. Merci beaucoup. Nous allons parler des entreprises ouest-africaines sur le marché international. Vous savez très bien, les entreprises africaines, il y a tellement de concurrence par rapport aux entreprises africaines au niveau international. Avant tout d'abord, selon vous, quelle analyse, selon vous, comment voyez-vous les entreprises ouest-africaines au niveau international et quel regard faites-vous en général? Écoutez, monsieur Ba, je pense qu'il faut déjà suivre un peu la genèse, un peu comment est-ce que les entreprises africaines, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ont commencé à évoluer et dans quel environnement des affaires ces entreprises évoluent afin qu'elles puissent réellement se positionner pour l'internationalisation. Nous savons tous qu'en ce moment, avec cette pandémie à virus Covid, donc, du coup, on a eu quand même des mesures assez protectionnistes de par le monde. Tous les pays sont renfermés de nos jours et donc les entreprises de plus en plus sont amenées à se développer au niveau national et à pouvoir renforcer leurs capacités pour mieux se positionner et après rebondir après cette pandémie. Lorsque vous regardez au niveau du contexte mondial, justement, au niveau des États-Unis, il y a eu plusieurs mesures protectionnistes qui ont été prises. Et au niveau de l'Europe, la même chose. Les frontières sont fermées, les mouvements des personnes sont limités, les mouvements des biens sont limités. Aujourd'hui, une importation de la Chine prend du temps et coûte excessivement cher et de part et d'autre. Et donc, pour les entreprises africaines, ouest-africaines qui essaient de se positionner pour exporter réellement leurs produits, ça devient encore plus complexe parce qu'il y a des normes à respecter et ces normes ont été renforcées. Il y a beaucoup plus de rigueur au niveau des frontières qui réellement ralentissent ce processus. Cependant, à travers la digitalisation qui permet aujourd'hui quand même d'avoir un marché unique à travers un clic, ce marché unique quand même donne l'opportunité à ces entreprises ouest-africaines de pouvoir être exposées et faire valoir un peu les produits qu'elles ont à offrir au monde entier. Maintenant, au niveau africain, ces entreprises aujourd'hui, nous savons tous que le 1er janvier 2021, il y a eu la zone de libre-échange continentale africaine qui a été lancée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité d'un marché unique en Afrique. Nous avons 54 pays sur 56, 55 qui ont ratifié. Nous avons 33 qui ont commencé à mettre en vigueur réellement ces opportunités parce que ceci donne l'opportunité d'avoir un marché de plusieurs milliards de dollars accessible, de plus de 1 milliard, enfin 1000 milliards de personnes qui sont disponibles. Donc, c'est évident que ce sont des opportunités qui s'ouvrent. Et à travers la ZLECAf, ils vont dire qu'il y a à peu près 90% des échanges qui seront hors taxe. Donc aujourd'hui, moi qui suis en Guinée, je pourrais vendre réellement mes produits en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Nigeria, sans payer de taxes. C'est vrai que les pays étaient amenés quand même à identifier des produits qui pourraient bénéficier de ces réductions de taxes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau du PIB africain, c'est un PIB combiné de 2,5 billions de personnes, 1000 milliards de personnes qui sont là, qui sont des opportunités de marché aussi. D'après la Banque mondiale, à travers cette zone de libre-échange continentale, vous avez à peu près une opportunité de booster l'économie africaine à hauteur de 450 milliards de dollars. Et ça va stimuler un peu les exportations. Et donc, les entreprises qui sont réellement dans l'industrie productive aujourd'hui ont l'opportunité dans l'agriculture, ont l'opportunité d'exporter leurs produits non seulement en Afrique et aussi d'explorer les autres opportunités au-delà de l'Afrique.
Mais encore une fois de plus, il y a beaucoup de challenges. On doit travailler sur les challenges parce qu'il y a au niveau national des challenges infrastructurels, des besoins de construction de routes, des besoins d'énergie, d'infrastructures énergétiques pour pouvoir favoriser réellement la vente de produits transformés dans les pays occidentaux ou en Asie. Je vais m'arrêter là si vous avez d'autres questions. C'est très important, comme vous l'avez si bien mentionné, mais quand même, je pense que d'une part, les entreprises locaux, on doit d'une part développer les entreprises locaux avant d'aller sur le niveau international, surtout en ce moment de pandémie. Vous avez vu, comme vous l'avez si bien dit aussi, concernant le cas des États-Unis, de l'Europe, le COVID-19 a tellement changé le dynamique des entreprises. Donc, selon vous, quelles sont les opportunités pour les entreprises ouest-africaines pour conquérir le marché international? Aujourd'hui, comme je dis, toutes les entreprises qui évoluent dans l'agriculture, dans l'agro-business, ont des possibilités de se positionner sur les marchés internationaux. Cependant, il y a des préalables pour cela. Les préalables, c'est que ces produits qui doivent être exportés doivent répondre à certains standards, certaines normes d'emballage, de respect de sécurité sanitaire, de respect de toute la chaîne de valeur pour pouvoir être compétitifs sur le marché international. Et donc, à ce niveau, il y a un travail interne à faire. Il y a les États qui doivent pouvoir appuyer leurs entreprises en leur offrant un environnement des affaires propice à leur développement. Il y a aussi le fait que les entreprises elles-mêmes doivent s'investir sur le renforcement de leurs propres capacités. Il y a le fait aussi que ces entreprises aussi doivent pouvoir élargir leur réseau et accepter d'avoir des partenariats pour pouvoir améliorer leurs performances, améliorer leurs produits, donc il y ait transfert de technologie et de connaissances afin qu'elles puissent être compétitives. Ce que je dirais, c'est qu'au niveau ouest-africain, les entreprises peuvent se mettre ensemble pour valoriser le partenariat sud-sud, pour pouvoir mieux se positionner sur le marché au-delà du marché ouest-africain. Donc, selon vous, comment renforcer la compétitivité des entreprises de la zone CEDEAO pour les permettre de tirer le meilleur part des accords, par exemple des accords de partenariat économique, ainsi de suite? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Ces entreprises ont réellement besoin d'appui. Donc, l'État, d'une part, doit jouer son rôle pour pouvoir offrir un environnement des affaires assez propice au développement de ces PME ou de des grandes entreprises ouest-africaines. Et aussi, il faudrait aussi que ces entreprises puissent réellement améliorer leur manière de faire, parce qu'il est très important. Il ne suffit pas juste, par exemple, si je suis vendeuse, productrice de tomates, aujourd'hui, avec la 4e révolution industrielle, vous avez toute cette possibilité de blockchain pour pouvoir réellement promouvoir ces produits et surtout des produits bio. Donc aujourd'hui, si par exemple, je suis productrice de tomates, de la base, de l'engrais que je pose pour pouvoir cultiver ces tomates à la commercialisation, je dois pouvoir maîtriser au fait toute cette chaîne pour offrir un produit qui répond aux standards internationaux. Donc, à cet effet, il est important que ces entreprises réellement puissent se former. La formation est clé pour ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'internationalisation, mais la base n'est pas. On n'a pas déjà la base. Aujourd'hui, quand on parle de certification, il faut avoir un certain nombre de certifications. Quand c'est sur les marchés halal, par exemple, il faut pouvoir avoir des certifications halal. Il faut pouvoir avoir des certifications bio. Il faut pouvoir avoir des certifications répondant aux normes de l'Union africaine, des certifications répondant aux normes du marché américain. Et donc, toutes ces certifications, il faudrait que les différents pays puissent avoir la possibilité réellement de permettre à leurs PME d'avoir accès à cette certification pour pouvoir exporter et que leurs produits soient plus compétitifs. Lorsqu'on parle aujourd'hui, par exemple, vous qui êtes aux États-Unis, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a cette loi qui permet aux entreprises exportatrices de pouvoir faire exporter leurs produits vers les États-Unis sans payer les frais de douane. Et certains produits, il y a plus de 600 000 produits qui sont éligibles. Et ces produits-là, aujourd'hui, donnent l'opportunité à ces entreprises. Donc, elles peuvent se positionner. Mais comme les entreprises n'ont pas l'information, et la plupart du temps, elles sont dans l'informel,
Et même si elles sont dans le formel, elles fonctionnent en semi-formel, ça leur est un peu compliqué de pouvoir respecter au fait tous ces critères qui sont recommandés pour être éligibles à cette loi américaine. Donc, comme vous voyez, ça rend encore plus difficile, même si nous avons des traités qui sont ratifiés, même si nous sommes signatrices de plusieurs conventions qui favorisent la libéralisation et le commerce international, vu l'écosystème dans lequel évoluent ces entreprises de l'Afrique de l'Ouest, elles sont limitées un peu dans le développement de leur compétitivité sur le marché international. Donc, il faudrait bien sûr, lorsqu'on regarde au sein du système des Nations Unies qui appuie réellement l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, et aujourd'hui, depuis 2015, nous avons plusieurs pays qui ont ratifié réellement et qui ont accepté de pouvoir œuvrer vers l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Nous avons plusieurs composantes des ODD qui adressent réellement le partenariat, le développement de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, l'inclusivité dans tout ça pour que réellement nous ayons des PME qui sont développées, qui créent de l'emploi au niveau local, mais aussi qui ont réellement un positionnement assez compétitif, soit pour leur région, soit pour leur continent ou au-delà de leur continent, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie. Bien, donc selon vous, quelles sont les mesures à mettre en place pour aider les entreprises ouest-africaines à faire des formations pour avoir d'une part concurrencer sur le marché international? C'est à trois volets. Le premier volet, nous avons les États qui doivent jouer leur rôle. Les États ont très souvent des institutions d'appui au secteur privé qui existent et qui sont là pour accompagner le secteur privé, qui sont là pour œuvrer pour l'atteinte réellement des indicateurs du doing business pour l'amélioration de l'environnement des affaires ou même des atteintes du MCC des États-Unis pour permettre justement à offrir un cadre propice à l'investissement ou à l'entrepreneuriat. Nous avons, au-delà de l'État, nous avons aussi tous ces partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui existent, qui sont là pour appuyer les pays pour pouvoir atteindre ces objectifs de développement durable, accompagner les pays, accompagner le secteur privé. Donc, ces agences des Nations Unies, il y a par exemple le Centre de commerce international qui accompagne les PME dans l'appui à leur compétitivité, à l'internationalisation de leurs produits, donc qui adresse plusieurs volets de la chaîne de valeur pour pouvoir exporter des produits agricoles ou de textiles ou même adresser des sujets comme la digitalisation, l'économie digitale. Aujourd'hui, nous avons ces institutions qui sont là pour appuyer les pays, qui permettraient d'accompagner le secteur privé. Et après, nous avons au niveau du secteur privé lui-même, qui doit mieux s'organiser afin qu'il développe en son sein, en tant que secteur privé, un pool, des possibilités de porter leur voix en termes de lobby pour pouvoir accompagner réellement leurs besoins dans leurs pays respectifs ou dans leurs régions respectives, et ensuite à s'investir pour pouvoir aussi se former. Il est important de se former et cela, c'est disponible. Cependant, l'observation que j'ai, c'est que très souvent, quand je reviens à mon pays, qui est la Guinée, nous avons un secteur privé qui est embryonnaire, qui a commencé à se développer que dans les années 90. Et donc, pour cela, c'est un secteur privé qui est très habitué à l'aide, qui ne comprend pas qu'en tant que secteur privé, on doit répondre à un besoin, on doit se faire des profits et on doit se renforcer pour pouvoir se développer. Et tout ceci contribue à la réduction de la pauvreté dans son pays respectif. Par exemple, à travers la ZLECA, quand ce sera complètement opérationnel, ceci permettra réellement, grâce au secteur privé et aux appuis, de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Et donc, ça veut dire que les jeunes, les femmes auront l'opportunité réellement de s'employer, de s'auto-employer, d'employer d'autres personnes. Donc, c'est un peu la physionomie qui doit être mise en place pour pouvoir accompagner ce secteur privé afin qu'il soit compétitif. Le travail est lourd, il est de longue haleine, mais je pense qu'il est possible de le faire.
Bien, on va parler des secteurs privés parce que je voudrais vous demander ces questions concernant le secteur privé parce que d'une part, le secteur privé peut créer de l'emploi, surtout au regard de la jeunesse. Vous savez très bien, comme vous l'avez si bien dit, concernant le cas de la Guinée, nous avons des entreprises privées, mais vous savez très bien, les entreprises privées ont des difficultés. D'une part aussi, il n'y a pas l'appui de l'État. Donc, quelles sont les mesures à mettre en place pour aider les entreprises privées à créer de l'emploi de plus ou bien à les soutenir? Écoutez, toute entreprise a juste besoin d'un environnement sain, a besoin de travailler sans être harcelé par des structures de l'État, par exemple par les structures des impôts, a besoin d'informations. Par exemple, pour le cas de la Guinée, la Guinée a plusieurs offices et agences qui appuient le secteur privé. Donc, l'information doit être disponible dans ces structures pour permettre à ces entrepreneurs d'avoir l'information nécessaire aux différentes opportunités, non seulement aux opportunités de marché, mais aux opportunités d'investissement, mais aussi aux opportunités de renforcement de capacité de partenariat. Et je pense qu'à cela, il est juste évident que une entreprise doit juste pouvoir évoluer dans un environnement où réellement tout est mis en place pour pouvoir bien se développer. Nous savons tous dans nos économies africaines qu'il y a plusieurs goulots d'étranglement. Il y a très souvent des difficultés rencontrées sur le terrain. Non seulement il y a la corruption, même si les États quand même sont en train de fournir des efforts pour combattre ces corruptions à travers la création d'agences de lutte contre la corruption. Nous avons, vu que l'information n'est pas disponible, des agents justement qui sont de l'État, qui sont sur le terrain, qui harcèlent les entreprises. Donc, il faut avoir un réseau assez élargi pour ne pas pouvoir être harcelé. Sinon, on est face à ces tracasseries au quotidien. Vous avez non seulement aussi la difficulté d'accéder à un capital humain assez qualifié, ce qui constitue aussi un problème parce que vous pouvez ouvrir votre entreprise avec toute la bonne volonté du monde, mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir diriger toute cette entreprise de A à Z. Il est bien évident qu'il est important de pouvoir se fier à une main-d'œuvre qualifiée qui va pouvoir réellement permettre de développer l'entreprise. Donc, il y a aussi ce challenge qui est là. Un capital humain non qualifié amène un peu les entreprises à aller à l'échec parce qu'une seule personne ne peut pas le réussir. Et vous avez aussi parfois l'accès aussi aux capitaux. On peut bien commencer une entreprise avec fonds propres, mais c'est limité. Il est important qu'aussi que l'environnement des affaires, que les entreprises, l'environnement dans lequel elles évoluent, qu'elles puissent accéder à des capitaux qui leur permettent de se développer. Et donc, les banques doivent pouvoir se transformer un peu en banques d'investissement. Par exemple, quand je regarde pour le cas de la Guinée de plus près, nous n'avons pas de banque d'investissement, nous avons plutôt des banques commerciales. Donc, du coup, les possibilités de pouvoir réellement permettre à une banque d'investir dans une entreprise avec des montants très élevés sont minimes. Ces possibilités sont très minimes. Donc, du coup, même si elles sont là, elles coûtent cher, elles sont difficiles à accéder. Elles ne sont pas inclusives non plus. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte pour pouvoir permettre au secteur privé de se développer dans cet environnement ouest-africain qui aussi représente un marché énorme. Il y a plus de 350 millions d'habitants. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on est à peu près dans les 400 millions d'habitants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça seulement est un potentiel de marché assez important pour favoriser le commerce intra-africain, intra-régional et permettre réellement à nos différents secteurs privés respectifs d'être complémentaires et de se faire de l'argent. Bien, donc en général, pensez-vous que les entreprises privées peuvent participer au développement de l'Afrique et comment? Bien sûr, ben oui, les entreprises privées sont les moteurs, hein, je pense, du développement des pays. Je pense que c'est le secteur privé qui doit réellement permettre le développement économique des pays. Un secteur privé fort permet à un gouvernement d'être encore plus fort parce que c'est ce secteur privé qui emploie, c'est ce secteur privé qui achète, c'est ce secteur privé qui vend.
Donc, c'est lui qui génère, au fait, toutes ces transactions qui permettent réellement de booster l'économie d'un pays. Il est très important, donc, pour réellement les gouvernements de continuer à assainir leur environnement des affaires et d'accompagner leur secteur privé. Vous voyez très souvent certains pays, certains présidents, lorsqu'ils voyagent, ils voyagent avec leurs représentants du secteur privé. C'est de leur permettre de développer des partenariats avec d'autres pays et d'inciter d'autres investissements qui entrent vers le pays. Et donc, tout ça peut être fait grâce au secteur privé. Donc, il est important que le secteur privé se positionne ou soit positionné dans un rôle central pour le développement économique, socio-économique même, je dirais, des différents pays, surtout au niveau ouest-africain. Bien, on va revenir un peu en arrière, on va parler des entreprises ouest-africaines en général. Vous savez très bien les entreprises ouest-africaines, surtout concernant le cas de décision, de prise de décision. Les entreprises ouest-africaines ne prennent pas de décision. D'une part, c'est les Occidentaux ou bien les Américains qui prennent des décisions à la place des entreprises ouest-africaines d'une part. Donc, que peut-on faire pour que les entreprises, que peut-on faire pour le processus de prise de décision soit plus participatif concernant les entreprises ouest-africaines? Bon, je pense que je ne partage pas votre avis. Je pense qu'en tant qu'entreprise, en tant que secteur privé, on est souverain, on décide à qui on veut vendre, on décide quel produit il faut développer. Donc, je ne pense pas qu'il y a réellement une entité qui soit au-dessus de la personne qui a créé cette entreprise. Cependant, comme vous le dites, sur le marché international, avec toute cette libéralisation et tous ces traités et conventions pour promouvoir l'investissement de part et d'autre, pour promouvoir le multilatéralisme dans le monde entier, la globalisation, on se rend plutôt compte que l'Afrique reste le continent où il y a plus d'opportunités aujourd'hui. Et donc, avec toutes ces ouvertures, vu qu'il est un peu complexe pour le secteur privé africain, qui a encore en face de lui beaucoup plus de challenges pour s'exporter, il est évident que les marchés africains deviennent des opportunités pour les pays asiatiques, les pays européens, les pays américains, pour pouvoir venir s'installer. Même si, à ce niveau-là aussi, ces pays regardent plusieurs indicateurs. Les indicateurs risques des pays, les différentes assurances à prendre. Et donc, ce que je dirais, c'est que notre secteur privé est libre. Notre secteur privé décide avec qui faire son partenariat. Notre secteur privé décide comment se développer pour répondre à ces normes qui sont demandées par les pays occidentaux. Notre secteur privé est souverain de lui-même. Donc, je dirais que non, on est libre en tant que secteur privé de vendre en Chine, de vendre en Europe, mais on doit se rassurer que justement les produits que nous essayons de vendre respectent ces normes-là. Et tant que ces produits respectent ces normes, on reste souverain. Mais cependant, si on ne respecte pas ces normes, bien évidemment, nous avons de part et d'autre des multinationales qui avalent toutes les petites entreprises, donc qui profitent de la faiblesse des petites entreprises pour venir imposer réellement leurs normes, pour venir imposer leur type de négociation, mais cela reste toujours à la discrétion de ce secteur privé africain qui est libre de décider. Et si je pense que ce secteur privé ouest-africain surtout pense que le commerce international vers l'Asie, vers l'Europe, vers l'Amérique est pas à son avantage, je pense qu'il y a assez, comme je vous ai dit, il y a plus de 1000 milliards d'habitants en Afrique. Vous avez 54 pays à votre disposition. Vous avez 33 pays qui ont ratifié la ZLECA. Aujourd'hui, c'est une opportunité énorme de pouvoir faire valoir, de pouvoir promouvoir le partenariat sud-sud afin que tout le monde soit gagnant-gagnant. Même si en business, c'est dur d'avoir du gagnant-gagnant, mais au moins, on peut se rapprocher de là. Bien dit. Bien dit. Je voudrais dire que d'une part, je n'en disconviens pas, madame, ce que vous avez dit, mais d'une part, sur le marché international, il y a des entreprises occidentaux, d'une part, qui imposent leur réglementation sur les entreprises africaines. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? C'est cela que je voudrais dire. Je pense qu'une entreprise occidentale ne peut pas imposer ses règles. C'est du partenariat.
Moi, je suis en Guinée, j'ai mon entreprise, je veux exporter du beurre de karité à L'Oréal. Par exemple, en France, L'Oréal est une grosse multinationale qui produit des produits cosmétiques. À moi de décider si je veux réellement vendre mes produits à cette entreprise ou si je ne veux pas vendre. Donc, cette entreprise ne peut fixer que ses normes. À moi de décider comment respecter ces normes en tant qu'entreprise africaine. Et je sais que si je ne respecte pas ces normes, là, je me positionne à un niveau de faiblesse. Et lorsque je suis à un niveau de faiblesse, bien évidemment, je suis obligée réellement de négocier avec des tarifs les plus bas que possible pour pouvoir écouler ma marchandise. Et donc, je reviens encore pour dire qu'il est évident et qu'il est important que nos entreprises africaines puissent se renforcer les capacités de positionner. Il est évident qu'il est important qu'on vienne aussi vers ces multinationales en position de force, non en position de faiblesse, en position d'entreprise stratégique, non en position d'entreprise qui demande. Parce que très souvent, lorsqu'on tend la main, on demande, c'est là où on nous impose des choses. Mais lorsqu'on vient avec la connaissance de nos produits, la connaissance de nos marchés, personne ne peut imposer quoi que ce soit, même si on est en Afrique. Et ça doit être développé. Bien. Et je pense que plusieurs entreprises africaines, quand même, ont réussi. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un Dangote, on ne va pas dire, par exemple, qu'un Dangote, qui a une entreprise occidentale qui vient imposer des choses sur un Dangote, parce qu'il en a l'expertise, il maîtrise son marché, il a aussi les ressources nécessaires pour montrer un peu son positionnement en Afrique. Bien. Donc, pensez-vous que le pouvoir public peut aider les entreprises ouest-africaines à faire face à la concurrence internationale? Écoutez, vous avez chaque pays est souverain, même si on essaye réellement d'intégrer les différents marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un indicateur qui, un peu comme elle se combine des pays au niveau mondial, le Doing Business de la Banque mondiale, par exemple. Tous les ans, la Banque mondiale évalue l'environnement des affaires des différents pays et les positionne en fonction de ça. Et c'est ce que les investisseurs regardent pour réellement décider d'investir dans un pays ou dans un autre. Et donc aujourd'hui, pour qu'un climat des affaires, le climat des affaires des pays soit compétitif, soit assaini, bien sûr, c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit prendre des actions, des réformes qui permettent réellement au secteur privé de se déployer dans ce pays spécifique. Quand on regarde au niveau de la fiscalité, quand on regarde au niveau du foncier, quand on regarde au niveau de la création d'entreprises, quand on regarde au niveau du commerce transfrontalier, tous ces indicateurs-là sont des indicateurs clés pour le développement d'un pays, pour le développement du secteur privé d'un pays. Et donc, il y a des structures étatiques qui ont été créées pour pouvoir faciliter ces transactions pour le secteur privé et les populations. Je pense que ce sont ces structures qui doivent être renforcées, qui doivent avoir toutes les capacités en termes de ressources humaines et financières pour accompagner ce secteur privé. Tant que cela ne sera pas fait, on aura des environnements des affaires dans des pays divers au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui ne seront pas assainis et qui n'attireront pas d'investisseurs et qui ne permettront pas de faciliter le commerce transfrontalier, le commerce international pour les entreprises de ces pays-là. Bien. Donc, quelles sont les stratégies que les entreprises ouest-africaines doivent mettre en place pour mieux s'en bénéficier des accords de partenariat ou pour mieux concurrencer au niveau international de plus? Le secteur privé doit s'organiser. Le secteur privé doit se mettre en poule. Aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale, plusieurs pays africains ont créé des plateformes de dialogue public-privé, des plateformes de concertation qui permettent réellement au secteur privé de parler au gouvernement. Donc, c'est là où le secteur privé doit s'unir et doit porter ses besoins en une seule voix. Faire du lobby, être fort et venir vers l'État et faire ses demandes pour que l'État puisse l'accompagner. Tant que le secteur privé ouest-africain n'est pas organisé, ne se met pas ensemble, n'est pas uni, ne porte pas une seule voix pour exprimer, faire le plaidoyer de ses besoins, on se retrouvera toujours dans des situations très complexes pour ce secteur privé-là. Donc, moi, je pense que à travers ces différentes plateformes de concertation, de dialogue public-privé,
les États donnent l'opportunité au secteur privé de venir s'asseoir en face d'elles et de discuter des problématiques qui leur permettraient de favoriser leur développement. Bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense seulement que, bon, je salue cette initiative que vous avez de pouvoir échanger avec des personnes sur leur point de vue sur des sujets assez divers. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce sujet que vous abordez avec moi sur les opportunités que le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest pourrait avoir dans un marché un peu global, donc est opportun. Je dirais, quand on repart encore, je parle toujours de la zone de libre-échange continentale, parce qu'aujourd'hui, ça constitue une très grande opportunité pour tous les pays africains pour pouvoir accéder à un marché très élargi, un marché qui lui permettrait non seulement d'accélérer son industrialisation aussi, parce qu'à travers des partenariats sud-sud, les entreprises peuvent mieux s'accompagner, peuvent développer des industries pour que l'Afrique exporte des produits finis, non des produits de base. Et donc, à partir du moment où on arrive réellement à bâtir ce type d'écosystème, ceci nous amène à positionner mieux le secteur privé africain et spécifiquement celui de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'espère que ces types de débats vont continuer et qu'aujourd'hui, dans la mise en œuvre de la ZLECA, qu'à l'interne même au sein des différents pays, qu'il y ait des plateformes de dialogue qui permettent au secteur privé, à la société civile, au gouvernement de se retrouver et d'accélérer leur processus de mise en œuvre de cette ZLECA. Sinon, les pays seront envahis par d'autres entreprises et donc elles ne feront que subir. Donc, il est important de favoriser ce dialogue-là pour continuer de travailler et surmonter les différents challenges que le secteur privé des différents pays de l'Afrique de l'Ouest rencontre. Cependant, ensemble, je pense qu'on peut toujours aller très loin et même si c'est lentement, mais on pourrait aller très loin et être plus compétitif sur un marché de plus en plus féroce, sur un marché qui est de plus en plus fermé. Et donc, je pense que ceci devient réellement l'opportunité unique pour le secteur privé de mieux se développer, de mieux tâter un terrain à l'interne avant même de penser aux possibilités d'aller au-delà de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne rupture, vu qu'on est dans le mois saint du Ramadan. Et merci beaucoup à tous vos spectateurs.